Mesdames les ministres, chère Aurélie Filippetti, chère Roselyne Bachelot, chère Rima, Monsieur le délégué général à la langue française, cher Paul, Mesdames, Messieurs les directeurs d'administration centrale, Mesdames, Messieurs le président et directeur d'établissements publics et de sociétés nationales de programme, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres de cabinet, Mesdames, Messieurs, on vous titre en fonction, comme ça je n'oublie personne, chers collègues, Mesdames, Messieurs, cher Wajdi Mouawad. Nous vivons dans des temps inquiétants et difficiles, où les démocraties sont menacées et mises en danger par des populismes, où les guerres sont à nos portes et ne sont plus une réalité lointaine. La construction européenne est mise en question et des valeurs comme l'humanisme, la liberté et la tolérance sont de plus en plus décriées. La réflexion sur l'Europe, son identité, sa diversité est donc plus que jamais d'actualité. Et c'est justement le but de la chaire annuelle, l'invention de l'Europe par les langues et les cultures, créée en partenariat avec le ministère de la Culture et notamment avec l'appui de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Cette chaire porte sur les enjeux contemporains de la création intellectuelle et artistique au sein d'un ensemble dont l'évolution et l'identité ont été, tout au long de son histoire, profondément marquées par la pluralité des formes d'expression et la diversité des patrimoines. Les enjeux européens sollicitent à juste titre et de toutes parts le débat public, ainsi que le détour par la façon dont les créateurs et penseurs d'aujourd'hui vivent et approfondissent l'expérience européenne, en prenant en compte dans leur travail cette histoire plurielle et cette diversité linguistique, artistique et culturelle, les détours par qu'ils pensent et expriment de l'Europe. Je voudrais très sincèrement remercier encore une fois Madame la ministre Roselyne Bachelot, qui, avec Paul de Sinetti, est à l'origine de ce partenariat. Ils montrent par leur présence ce soir l'attachement à cette chaire qui a entièrement sa place au Collège de France, lequel, depuis sa création dans un contexte d'humanisme, a toujours eu la vocation d'être aussi un collège d'Europe. Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir pour la 4e année de cette chaire le dramaturge, metteur en scène, interprète, romancier, et j'en oublie, Wajdi Mouawad. Wajdi Mouawad est né au Liban en 1968, pays qu'il a quitté à l'âge de 10 ans. Sa famille s'installe d'abord à Paris, puis au Québec, à Montréal. Il entre à l'École nationale du Canada, d'où il sort diplômé en 1991. Il co-dirige aussitôt avec la comédienne Isabelle Leblanc sa première compagnie, Théâtre Haut Parleur. Parallèlement, il prend en 2000 la direction artistique du théâtre de Quat'Sous à Montréal pour 4 saisons, puis du théâtre français du Centre national des arts à Ottawa en 2007. Il est artiste associé au 63e Festival d'Avignon, où il crée le Son des promesses avec Littoral, Incendie, Forêt et Ciel. Il se réapproprie ensuite les tragédies de Sophocle, dont son solo, Inflammation du verbe vivre, puis il crée le cycle Domestique avec Seul, qu'il interprète en tournée, Sœur et Mère. Directeur de la Colline, Théâtre national depuis 2016, il présente ses créations, Tous des oiseaux, Notre innocence, Fauve, Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge, Littoral et Racine, arrêt du verbe être. Il écrit aussi des romans. Publié en 2012, son second roman, Anima, a été récompensé à plusieurs reprises. Après avoir monté les opéras L'Enlèvement au sérail de Mozart, puis Oedipe d'Enesco en 2021, il va se consacrer prochainement à Péléas et Mélisande de Debussy à l'Opéra de Paris, Iphigénie en Tauride de Gluck à l'Opéra Comique, ainsi qu'à 2 de ses premiers textes, Journée des noces chez les Cro-Magnons et Vili Protagoras, enfermé dans les toilettes à la Colline. Son œuvre a été traduite en plus que 20 langues. Il a obtenu de nombreuses distinctions, comme le Grand Prix de théâtre de l'Académie française, le prix de la francophonie de la Société des auteurs-compositeurs dramatiques, le European Dramatist Award. Il est officier de l'Ordre du Canada, chevalier des arts et des lettres et docteur honoris causa de l'École normale supérieure des lettres et sciences humaines de Lyon. Le cours que Wajdi Mouawad va donner tourne autour de l'écriture, dont l'invention est un acte fondateur dans de nombreuses civilisations.
Donc je vais venir à la Bible, puisque dans la Bible, c'est Dieu qui invente l'écriture, ou alors Moïse, ou alors les deux. Écrire permet de fixer, mais aussi de donner la possibilité de lire, de relire, d'interpréter, d'inventer de nouveaux sens. Certains écrits bibliques sont d'ailleurs des littératures de crise qui essaient de dépasser les traumatismes des guerres et des déportations. Et cela résonne avec ce que dit Vajdi Mouawad, pour qui le fait d'écrire n'est pas seulement un acte culturel, et je me permets de vous citer, « Nous avons besoin de raconter notre histoire, c'est aussi un acte de dignité et de reconnaissance. » La création littéraire met également en place un imaginaire qui peut créer des distances, libérer des malaises, produire une catharsis, une libération émotionnelle. Quant à son enseignement au Collège de France, Vajdi Mouawad dit y avoir trouvé un endroit académique qui lui correspond. Là, je suis très content, et je le cite encore une fois. Le Collège de France, par son histoire, rappelle que le savoir n'appartient pas à une élite, mais à toutes et à tous. En ce sens, je me sens plus proche de cette école que du reste du monde académique. Nous partageons cette idée. Nous sommes très heureux, cher Vajdi Mouawad, que vous vous sentez ici chez vous, et nous sommes impatients de vous entendre nous enseigner les verbes de l'écriture. Merci. Imaginons un instant la frayeur de celui qui, marchant sur un lac gelé, sent tout à coup la glace céder sous ses pieds. Imaginons sa frayeur d'être englouti et celle plus grande encore lorsque, remontant vers la surface, il constate que les flaques glacées se sont refermées sur lui. Bien, prendre la parole ici relève pour moi de cette même frayeur. Et la surface glacée contre laquelle je me heurte relève quant à elle d'un paradoxe qui aurait dû me faire refuser l'invitation que Patrick Boucheron m'a fait un matin de septembre de prendre, à titre de professeur, la charge de cette chaire annuelle « Invention de l'Europe par les langues et les cultures ». Alors, ce n'est pas du tout une fausse humilité. Simplement qu'il y a des pensées qui ne sont pas faites pour être dépliées, du moins qui n'ont pas à se déplier elles-mêmes par elles-mêmes. La limite autour d'un trou noir, au-delà de laquelle la lumière ne peut plus s'échapper, est appelée horizon des événements. Il existe aussi un horizon des événements qui fixe une limite, au-delà de laquelle un esprit ne peut plus émettre de lumière. Sortir du récit, sortir de la fiction, sortir de la narration pour entrer dans le domaine du savoir relève chez moi de cette extinction, c'est l'horizon de mes événements. C'est donc bel et bien un paradoxe pour qui n'a jamais réussi à conjuguer correctement le verbe enseigner, de se faire professeur et de devoir prononcer une leçon, inaugurale ou non. Alors c'est une histoire ancienne, qui remonte au berceau de la démocratie lorsque, dans la bouche d'un philosophe, il fut question de chasser les poètes de la cité. Alors, à cette condamnation, il faut apporter quelques nuances, car l'assertion a été le fruit de beaucoup de malentendus. Et pour m'éviter de sortir de cette salle les pieds devant, oxy par un de ces fins connaisseurs qu'abrite le collège ici, ne supportant pas de m'entendre débiter des bêtises sur un tel sujet, j'ai vérifié auprès de quelques amis qui s'y connaissaient, agrégés de lettres, normaliens, et ils m'ont assuré que je ne courais aucun risque, enfin, pas un danger excessif, en affirmant que si Platon, le plus poète des philosophes, reconnaît le rôle central des mythes et de la poésie pour la cohésion de la cité, il enjoint toutefois aux citoyens de s'éduquer afin de faire face aux poètes en se donnant la capacité de distinguer la vérité de l'illusion. Bien. Alors, quelques 2 millénaires et demi plus tard, Jean Genet écrira en conclusion de son funambule cette phrase
qui pourrait sonner comme une réponse à Platon, du moins comme une mise au point, et qu'en ces temps de grande confusion, on ferait bien de graver au fronton de notre si malmené ministère de la Culture « Je ne suis pas là pour t'éduquer, je suis là pour t'enflammer ». Ministère de la Culture comme ministère des incendies de nos douleurs, façon de rappeler le caractère inextricablement subversif de toute forme de poésie, digne de ce nom, subversion que notre époque se fait une jouissance d'égorger à la lame pervertie de nos morales. Alors, du feu qu'il faut mettre, il faudra reparler, comme il faudra bien reparler du sang. Alors, en attendant que le sang soit ici versé, car il sera versé, n'en doutez point, il ne s'agit pas d'opposer Platon à Jean Genet, encore moins de choisir son camp entre l'un et l'autre. Notre époque est si gourmande de fanatisme sectaire que le brouillard de la nuance est devenu une forme de résistance. Mais, pour qu'on puisse arriver au sang, alors entre le philosophe et le poète, privilégions, si vous le voulez bien, le poète pour Stalker. Et ce faisant, essayons, le temps de cette leçon, de nous chasser nous-mêmes de la cité, de nous en extraire, de prendre les chemins de traverse et de chercher ces paysages avec figures absentes, si chers à Philippe Jacotet, de dévier de nos certitudes, de nous enfoncer dans les broussailles, quitte à perdre le sentier, pour se donner au doute, pour livrer sa pensée à l'incertitude, à la fragilité, en ouvrir les failles et les interstices, et éviter à tout prix les intransigeances péremptoires de nos convictions, la brutalité de nos entêtements. Non pas dire ce que l'on pense, mais raconter le chemin qui nous a amenés à aimer penser comme on pense. Il faut beaucoup de temps pour faire court. Il faut du temps pour se rencontrer soi-même, et se rencontrer soi-même relève toujours de la clandestinité. On tombe sur soi souvent par hasard. On se présente à soi-même sans se demander la permission. Entre ce que nous sommes et ce que nous croyons être, il y a un abysse dans lequel il faut oser se jeter. C'est pourquoi le véritable miroir est toujours une effraction, jamais un esclavage. En ce sens, il a fallu que je me demande pourquoi c'est à un mauvais élève que le Collège de France a choisi de donner la parole. Et pas des moindres. Il y a longtemps, quelques semaines après avoir fui la guerre civile libanaise et notre arrivée à Paris, dans une impasse sise entre la station Duplex et la station Bir Hakim, ma mère avait engagé un professeur particulier pour m'aider à progresser dans mon apprentissage tout nouveau du français. J'avais 10 ans. Alors, après quelques leçons, découragé par mes incapacités, ce professeur avait fini, en ma présence, par expliquer à ma mère qu'il fallait cesser de jeter de l'argent par les fenêtres et qu'il était inutile d'espérer m'apprendre quoi que ce soit. Votre fils est bête, madame. Je vous le dis simplement, sans aucun jugement. Comment dire, il n'y a aucune étincelle d'intelligence en lui. Il est gentil, il est adorable, mais il a quelque chose du légume. Ce qui est merveilleux, c'est que, contrairement à ma mère, moi, je l'ai cru. Et c'est sans doute ce qui m'a sauvé. Ça ne s'est pas arrêté là. Adolescent et nouvellement arrivé au Québec, des spécialistes en orientation étaient venus à la polyvalente Pierre-Laporte où j'étais scolarisé pour faire passer aux élèves de secondaire 5, classe équivalente à la seconde, des tests tirés d'une méthode américaine qui allait, grâce à l'identification de notre tempérament, nous indiquer les métiers qui nous étaient les plus appropriés. Il y avait 7 tempéraments, chacun renvoyant à une série de professions. L'enquête était constituée de plus de 200 questions auxquelles il fallait répondre en cochant une des 5 réponses possibles allant de A complètement en accord à E complètement en désaccord. J'ai répondu scrupuleusement à toutes les questions et sincèrement, avec toute l'authenticité dont j'étais capable et sous la stricte surveillance de ma mère. « Ne mens pas, c'est pour ton avenir », me disait-elle. Alors je n'ai pas menti. Résultat, mon tempérament était le 7e de la liste. Amorphe. Et les métiers qui m'étaient donc conseillés, d'après ce tempérament, et suivi les réponses compulsées, étaient soit aide bibliothécaire en région ou bedeau auprès d'un curé de campagne.
Alors, du légume à l'amorphe, je me félicitais du moins d'une certaine cohérence. Quand on a 17 ans et qu'on se pose des questions sur ses ambitions, sur ses capacités à séduire les filles et son désir de dépassement, eh bien ce genre de réponse règle d'un seul coup beaucoup de problèmes. Et la nuit venue, dans son lit, silencieusement, on étouffe un à un chacun de ses rêves de grandeur. On étrangle tous les avenirs. On égorge chaque utopie. Bref, et pour le dire vite, on se fait une raison et on arrête de se raconter des histoires. On n'est même pas une merde, se dit-on, mais on est la tache de merde encrassée sur la porcelaine de nos déceptions. Eh bien, c'est à cette tache de merde qu'on a donné la parole, et c'est elle qui est en train de prononcer en cet instant une leçon inaugurale au Collège de France. Je tiens à préciser que je ne vois pas ça comme une victoire. Ce n'est ni une vengeance, ni un sentiment d'avoir cloué le bec au destin. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un film américain où une équipe de basket constituée de bras cassés finit par gagner un quelconque championnat. Ce n'est rien venant du social. Ce n'est pas un transfert de classe. Ce n'est pas une échappée oedipienne où j'ai fini par assumer le meurtre d'un quelconque père. Ce n'est pas un effet du hasard. Ce n'est même pas la chance. C'est simplement le rappel joyeux des lois obscures de nos vies qui veulent que, selon la parole de Novalis, les humains vont de multiples chemins. Et c'est précisément de cette multitude des possibles, cette nécessité de comprendre que les chemins peuvent être divers et variés, que j'aimerais parler tout au long de ma présence ici entre ces vénérables murs, précisément parce qu'il me semble que la mission profonde qui anime ceux et celles qui enseignent ici est de pouvoir offrir des portes de secours inattendues aux arrières des impossibilités. Et c'est peut-être de cette manière qu'un étranger comme moi voit l'Europe, fantasme l'Europe, la possibilité d'un espoir où nul n'est jamais condamné sous prétexte qu'à la liste des tempéraments, il appartient à la 7e catégorie, où rien n'est jamais perdu. Il y a toujours une porte dérobée. Trahir cet espoir, c'est chaque fois trahir l'Europe. Si le monde d'où je viens, moi, s'est ingénié politiquement à se construire sous la forme monoculaire d'un cyclope, et donc de la dictature, incapable de concevoir l'univers autrement qu'en aplat et d'un seul œil, l'Europe, en son rêve grec, a offert la possibilité d'imaginer une sublime incongruité lorsqu'elle a vu pour la première fois les pans ouvrir leurs ailes, découvrant au travers de leur plumage 50 yeux, préfigurant la multiplicité des points de vue politiques et esthétiques, 50 yeux donnant sa beauté à l'oiseau démocratique, là où le cyclope l'enferme dans l'opacité des visions. Multiplication merveilleuse des chemins qui nous sauvent de la malédiction des dictats. Et parce que, selon la parole de Maria Zambrano, il peut y avoir plusieurs soleils, il est alors possible d'arriver à soi par des chemins différents. Il est possible pour l'amorphe de trouver la vie, aux légumes de trouver la parole, possible donc d'être éclairé par des lumières différentes. La mienne, de lumière, a eu pour nom un mot né justement en Europe, il y a de cela 2500 ans, en Grèce, d'un rituel exécuté avant de procéder au sacrifice d'un bouc, tragos eidé, le chant du bouc, tragédie. Ce nom-là est ma lumière. J'y reviendrai plus tard. Novalis, Maria Zambrano. Alors ce n'est pas un hasard de prononcer leur nom ici, et je le fais comme un mantra, je le fais comme une prière, une invocation à leur présence, et c'est sous l'auspice de leur éclat que je m'avance vers vous, monsieur l'administrateur, mesdames les ministres, mesdames et messieurs les professeurs, d'entre lesquels Patrick Boucheron, William Marx, qui avaient proposé et défendu ma présence ici, vers vous, compagnons et collègues d'écriture, de théâtre, de musique, de cinéma et des arts visuels, vers toi aussi, ma si chère tribu du théâtre de la colline, et vers vous, mes amis, vers vous aussi, tous mes morts, qui, je le sais, êtes là, vers vous tous, donc, pour vous raconter, selon le bricolage hasardeux de ma pensée, le chemin dont je ne suis, moi, que la vision. Auparavant, j'aimerais prononcer le nom de François Ismer.
sans lequel je n'aurais pas su me libérer du piège de mort où la guerre, l'exil et l'ignorance m'ont jeté, m'apprenant à lire, m'apprenant à parler, m'apprenant à penser. François, par son amitié, m'a redonné le souffle joyeux de la vie. Si le voyage du retour est toujours un voyage, il n'est cependant jamais un retour. C'est un deuil qui consiste à pénétrer à l'intérieur de sa propre morgue pour y identifier les cadavres de ce que l'on croyait encore vivant. Revenir vers sa terre d'origine n'est donc pas exempt de risques. On entre dans les ruines d'une vieille maison et on se retrouve dans ce que fut la chambre d'un enfant. L'enfant est parti depuis longtemps, peut-être est-il mort, fruit d'un sacrifice à un dieu pour que le vent se lève et emporte les nefs vers la guerre à faire. Quoi qu'il en soit, l'enfant n'est plus là. Le lieu est déshérité, les murs sont recouverts de papier peint. Alors il passait la main et devinait la présence d'une cavité, lucarne ou ancienne fenêtre. Alors arracher le papier peint et découvrir des ouvertures condamnées, murées, traces d'anciens travaux. Et là, dans les anfractuosités des creux et des trous, dans les ruines des charpentes dévorées par les termites, dans l'enchevêtrement laiteux des toiles d'araignée, au milieu des cadavres des insectes, retrouver les trésors que l'enfant a dissimulés le jour de son départ, de sa mort, de son sacrifice. C'était il y a longtemps. Une pierre mal scellée qui l'ôtait du mur pour y cacher, comme à l'intérieur d'une boîte à secrets, coquillages, douilles de kalachnikov, éclats d'obus ramassés dans les terrains vagues ensoleillés de ce pays, aujourd'hui perdu. C'était il y a longtemps, dans une autre langue. C'était avant la grande catastrophe. C'était avant la mort de la mère, avant la folie du père, avant l'aphonie du frère, avant le sacrifice de la sœur. Et tout est encore là, abandonné. Et de ces objets les plus précieux, ce sont 5 lettres d'alphabet. Un waw, un jim, un dal, un yé et l'alef. Cachés là par l'enfant à l'attention de celui qui bien plus tard les retrouvera, c'est-à-dire lui-même. Mais un lui-même schizophrénique, un autre, un mutant qui ne parle plus la même langue au jour de son retour et qui tremble à cet instant de les trouver, ces lettres-là, 4 décennies plus tard. Lavé par la violence de toute la mémoire qui remonte, il se souvient, oui, c'était le jour du départ, le jour de la grande catastrophe. Oui, il avait tout caché là. Alors, il tend la main et délicatement cherche à retirer les lettres des cocons dans lesquels les merveilleuses tisseuses les ont enfermées. Les épères diadèmes sont des araignées tout à fait étonnantes. Merveilleuses tisseuses, elles n'ont pourtant aucun talent pour réparer la rupture d'un seul fil de leur toile. Une fois abîmées, elles doivent tout défaire pour tout recommencer. Lui non plus n'a plus aucun talent pour réparer ce qui a été abîmé dans les yeux de son père, dans les yeux de sa mère. Et il lui faudra bien trouver comment retisser l'ouvrage. Et ces quelques lettres pourraient être les aiguilles qui feront aller, maille à l'endroit, maille à l'envers, le fil des réparations. Il en a du moins l'intuition. Alors délicatement, du bout des doigts, il parvient à les récupérer, il les met dans sa poche. Il se souvient. C'était avant la terreur. C'était avant la fin des prémonitions. C'était juste avant que tout ne s'enflamme et que sa vie ne devienne un ensemble de possibilités, une succession d'hypothèses. Et si, et si, et si, et si, et si, et si. À cet âge-là, à cet âge de l'aurore, et malgré l'horreur, un enfant croit en ce qu'il aime. Et ce qu'il aime est dans toute chose. Il suffit d'un rayon de soleil. Il suffit du mouvement lent et lourd d'une mouche bourdonnant au plafond de la chambre. Il suffit du chatoiement d'un caillou mouillé par la pluie, ou bien les stries verticales sur le nacre de ses ongles pour qu'il s'absente des lieux, des heures et des autres. Et puis, un jour, une nuit arrive. Elle arrive toujours cette nuit, même en plein jour. Et qu'importe l'ardeur du soleil, la nuit est toujours la nuit. L'enfant, ce jour-là, la nuit, il voit le malheur sortir de l'obscurité et s'approcher et se pencher au-dessus de lui et lui murmurer « C'est moi, je suis le malheur et je suis venu pour te prévenir que c'est pour tout bientôt, il arrivera ce qui arrivera et dès lors, eh bien, je me tiendrai à jamais à tes côtés.
En un éclat, l'enfant voit l'avenir. Il hurle et tombe dans une eau inconsolable. Incapable de nager, emporté vers les profondeurs, il coule, il suffoque, il panique, se débat, puis peu à peu prend conscience qu'il a beau avaler la tasse, ses poumons s'emplirent de cette eau noire, il se rend compte qu'il respire toujours. C'est une révélation. L'humain est doté d'ouïes qui lui permettent de respirer dans l'amertume des eaux sombres du chagrin. On ne se noie donc pas dans de telles eaux, on meurt rarement d'être triste. À ses parents accourus, l'enfant parvient à peine à articuler une phrase. Il reste là, hébété, défait pour toujours. Et plus que la terreur prémonitoire surgit de la vision du malheur et de sa parole prophétique, l'enfant se voit surtout séparé, détaché de sa tribu, puisque jour après jour, partant du principe qui veut qu'un enfant est convaincu que ce qu'il vit, tous les autres le vivent, convaincu que ses parents, ses frères, ses sœurs, l'ensemble de sa communauté ont fait face comme lui à cette hallucination divinatoire, il ne parvient pas à comprendre comment ceux-là font pour garder une telle insouciance face à l'effondrement qui s'annonce. S'ils ont, tout comme lui, reçu la visite nocturne du malheur, et qu'ils sont donc conscients, eux aussi, de l'imminence de la catastrophe qui va détruire leur vie, les séparer, comment font-ils pour continuer à vivre comme si de rien n'était ? Comment font-ils pour demeurer joyeux ? Et pourquoi, contrairement à eux, lui ne parvient pas à se consoler du futur ? Ils ont raison, pense-t-il. Puisque le malheur va arriver et que nul n'y peut rien, mieux vaut redoubler d'ardeur dans la joie, faire la fête et voler au présent ce qu'il y a à lui voler. Ne parlant à personne de ce qui se trame en lui, incapable de faire cet effort vers le bonheur, de se dépasser, d'oublier ce qui va advenir, l'enfant perd estime de lui-même, s'en veut d'autant de médiocrité, s'en veut d'être si détestable, un été noir, un rabat-joie pour tous, source d'inquiétude et de soucis pour ses proches. Et nuit après nuit, le malheur le prépare de plus en plus à l'arrivée de l'impensable. C'est pour bientôt, c'est pour tout bientôt. J'arrive et je me tiendrai à tes côtés. Et nuit après nuit, l'enfant s'enfonce dans l'abysse des chagrins. Pas une seule fois, l'idée que cela puisse être lié à sa nature ne lui vient à l'esprit. Il ne connaît pas le mot « sensibilité ». Ce mot n'existe pas dans sa langue maternelle. Son entourage, au contraire, le renvoie à celui de sensiblerie, susceptibilité. À ses propres yeux, il est coupable, il est responsable de ce malheur qui approche. De sa famille, de ses proches, de tout ce qui, de près ou de loin, forme son quotidien, il se voit comme le mauvais œil, celui par qui le malheur arrive, la malédiction. Tout est de sa faute. La guerre, les bombes, les morts, il en est la poisse, c'est de sa faute. S'il n'avait pas existé, cela aurait été différent, cela aurait été mieux. Cette certitude d'être le nid où le mal naît, le structure et le fonde. Alors son échappatoire réside dans cette clé que dans l'ouverture des disciples à Saïs, Novalis évoque à travers ces figures qui semblent appartenir à cette grande écriture chiffrée qu'on entrevoit partout, sur les ailes, la coquille des œufs, dans les nuages, dans la neige, dans les cristaux et dans la conformation des roches, sur les eaux qui se prennent en glace, au-dedans et au-dehors des montagnes, des plantes, des animaux, des hommes, dans les lumières du ciel, sur le disque de verre et les gâteaux de résine qu'on a touchés et frottés, dans les limailles autour de l'aimant et dans les conjectures singulières du hasard. À l'observation de ces toutes petites choses, l'enfant sent naître en lui un feu qu'il ne connaissait pas. Et au fil du temps et des événements, revenant toujours vers ce feu comme espace de consolation, de réparation, de restauration, comme on le dirait d'un tableau, sans le savoir, comme une addition de tout petits cailloux, imperceptiblement, et à force de se sentir écrasé dans le silence, il finit par trouver l'échappée pour se retirer, quitter le réel qui le meurtrit et entrer pour la première fois dans un domaine qui deviendra, pour lui, le vrai, et dont il ne prendra conscience que des années plus tard. Le vrai échappe à la brutalité du réel. Et parce que dans ce jardin-là, la matérialisation des paysages suit une logique qui ne répond à aucune logique rationnelle, celle qu'on lui aura enseignée à l'école, faite de lignes droites et de causalité, l'enfant finira naturellement par faire une distinction entre ce réel où il est si malheureux et le vrai où il parvient à se déployer. C'est déjà un pas dans le paradoxe, car si rien à ses yeux n'est plus beau, plus évident, plus compréhensible, plus sensible que ce vrai, ce monde imaginal si cher à Henri Corbin, où il se réfugie, où il entre comme et quand il veut,
il comprend aussi que ce territoire est considéré comme une illusion, un faux, une supercherie, un déguisement, un mensonge, une perte de temps par les autres qui le regardent depuis le réel. Bon. Comment donc un tel esprit, qui ne sait pas gérer le réel, pourrait enseigner quoi que ce soit? Au contraire, pense-t-il, non seulement je n'ai rien à enseigner, mais je ne veux surtout pas enseigner. Si j'aime infiniment apprendre, si le savoir, avec l'amour, est une des conditions premières pour approcher la vérité et est le socle de la justice, s'en affirmer un détenteur et un transmetteur relève d'une toute autre responsabilité. Tout héros qu'il est, Ulysse demande à être attaché au mât du navire pour résister contre le chant des sirènes. Pour le fils de Laërte, succomber au chant des sirènes signifierait le terme du voyage. Et bien de même, le poète oppose une résistance farouche à l'attraction du savoir, non pas qu'il soit contre le savoir, au contraire, mais obstinément, avec entêtement, il cherche à garder inaccessible un fragment qui échappe depuis toujours au savoir. Si chaque objet a une ombre portée, le savoir aussi a la sienne qui lui est, par définition, impossible d'éclairer de ses lumières. Pour s'aventurer dans cette ombre, il faut impérativement un stalker. Certaines choses ne s'enseignent pas. Non seulement elles ne s'enseignent pas, mais l'acte de vouloir les enseigner les annule aussitôt. Elles doivent leur présence à l'effacement de la raison, peut-être à une folie, à une transe, une perte, une dérive, peut-être aussi, sans doute même, au sang qui est pour beaucoup dans l'ardeur du nombre qui trouve ses origines dans les profondeurs de nos violences et nos barbaries. Le meurtre de Clytemnestre, les infanticides de Médée, les crimes de Richard III, l'enfant dévoré de Sarah Kane, les braves gens qui ne devraient pas courir les rues de Flannery O'Connor, Absalom, qu'est-ce donc sinon l'émanation de ce cloaque que l'ombre ramène à la surface sans arrêt? Pour qui choisit de se pencher vers l'écriture, il apprend et parfois à ses dépens que tout comme tomber dans le vide ne s'apprend pas, écrire ne s'enseigne pas non plus. La terreur est nécessaire à la transe, et pour que la terreur demeure, il faut préserver le mystère. Sans terreur, point de stupéfaction, point de silence, point de tétanie, point d'obligation à entrer dans le noir, point de fécondation entre l'esprit et la divination qui donnera naissance à l'ombre en soi. Et sans ombre en soi, rien n'est possible entre le cœur et le crayon. Bain el-alb ou l'alam, pour le dire dans ma langue. Comment enseigner l'abysse quand on ignore tout des dieux? Quand, selon la parole de Giorgio Colli, la folie est la matrice de la sagesse? Comment enseigner le vertige d'être le porteur des énigmes de l'humanité? Allez, viens, tu vas voir, je vais t'enseigner à être traumatisé. Tu vas voir, c'est simple. Je vais t'enseigner à entrer les doigts dans une prise électrique. Je vais t'enseigner à te découvrir toi-même. Je vais t'enseigner à te sentir comme une merde et fais gaffe aux examens, tu seras noté sur 20. Surtout, je vais t'enseigner à ne pas avoir conscience des conséquences de tes actes créatifs. La tragédie est une fécondation, jamais une transmission. Là aussi, il y a un autre paradoxe. Pour entrer dans l'ombre, pour que cette ombre prenne la parole en nous, en soi, il faut lui offrir l'indifférence. Il faut faire preuve d'indifférence. Il faut devenir indifférent. Une indifférence qui n'est pas le rejet du monde, qui n'est pas le désintérêt du monde, au contraire, mais qui est une forme supérieure de concentration tournée vers ce qui devrait être le plus lumineux dans l'obscurité. Alors il faut tout fermer. Fenêtres et rideaux, tout muré, pour que le noir soit le plus noir, celui des trous noirs, celui qui avale la lumière pour que demeure la seule vision, celle que le trou noir ne parvient même plus à absorber, celle de la cible à atteindre. Dès lors, dans cette indifférence qui est toute spirituelle, être coupé de l'écho de son geste, ne pas s'auto-googler pour savoir, redevenir peintre des cavernes, sous terre, scarabée, collé contre sa crotte, ne pas avoir la moindre idée de la mesure des conséquences. Qui saurait dire jusqu'à quel point les étoiles ont conscience des conséquences de leur brutalité, leur amas de gaz explosant, la fracture de leur noyau et les réactions nucléaires de leur fission? Peuvent-elles seulement imaginer que leur violence aura pour conséquence, à des années-lumière de leur mort, la beauté des rosées du matin dans la mémoire d'un vieillard qui, rendant l'âme, se souvient de la main de sa mère le sortant dans le jardin pour lui montrer pour la première fois la fragile dentelle de la rosée. Viens voir ce que les fées ont fait cette nuit.
Est-ce que les étoiles ont conscience de cela? Comment alors dire les réactions nucléaires que tu déclenches dès lors que l'ombre s'agite en toi et y crie en toi aura pour conséquence une rosée un matin de lecture un millénaire plus tard? Comment savoir ce que nous provoquons quand, comme l'écrit Michel Cassé, aucun humain jamais n'a été plus loin qu'une seconde-lumière? Physiciens et astrophysiciens tentent de résoudre depuis plus de 100 ans l'énigme qui sépare mécanique quantique et relativité générale. Tant que l'infiniment petit est séparé de l'infiniment grand, les calculs vont bon train. Mais dans les endroits où ces deux notions se rencontrent, aux abords des trous noirs et à l'instant du Big Bang, le mystère demeure. Eh bien, ce mystère se retrouve exactement le même à l'instant de la création, quand le compositeur compose, quand le peintre peint, quand l'écrivain écrit, lorsque cela déborde, lorsque cela semble s'écrire au-delà de soi et se faire à travers soi, quand l'ombre en soi écrit. Mécanique quantique et relativité générale se rencontrent, et ce n'est pas là une métaphore. Et il me semble que si les chercheurs développaient des instruments de mesure capables d'observer ce qui se passe à cet instant de la transe, ils observeraient chez le poète des phénomènes analogues à ce qui se déroule à la naissance ou à la mort d'une étoile. Car tout comme la chaleur voyage au cœur du métal, la douleur voyage au cœur de l'homme. N'oubliez pas cela. Tout comme la chaleur voyage au cœur du métal, la douleur voyage au cœur de l'homme. Dès lors, une fois cela dit, et dit de cette manière, on mesure combien il est absurde d'enseigner à des lycéens que quand Rimbaud écrit en ouverture du Dormeur de Val, c'est un trou de verdure où chante une rivière, et que le dernier vers qui le clôt est, il a 2 trous rouges sur le côté droit, que non seulement les 3 trous avaient été prévus par son génie, mais qu'ils ont été pensés comme tels pour manufacturer un objet dont le poète avait la pleine maîtrise avant même de l'avoir écrit, et qui aura pour but de faire chier des générations et des générations de collégiens en les faisant haïr toute idée de poésie. Comment ne pas pleurer devant les centaines et centaines d'esprits écrasés par le sentiment qu'il ne leur reste plus qu'à tomber à leur tour et eux-mêmes dans un de ces 3 trous à leur choix et enterrer toute velléité de l'écriture, s'y enterrer eux-mêmes, bedeaux, amorphes ou aides-bibliothécaires en région? Comment je vais faire bon sang de bonsoir si, pour écrire un poème, il me faut penser à l'avance au trou du départ et au trou de la fin? Incapables de croire une seconde qu'ils peuvent eux-mêmes devenir les lieux de refuge du nombre, eh bien, ils condamnent par leur raison la porte qui leur permettrait jusque-là de passer du réel au vrai. Beaucoup d'entre eux finissent professeurs, à tenter d'enseigner ce qu'ils auraient aimé être. Sacrifice du bouc, tragédie. Cette ombre en soi qui ne s'enseigne pas, je lui donne un nom marin, nom comme un autre, commodité pour en parler. Appelons-la, encore une fois, poisson-soie. Un jouet tombe et se brise. L'enfant court, il ramasse le jouet, il tente de le recoller. Ne parvenant pas à colmater la cassure, il recommence. Il reprend, mais le jouet est cassé. Alors, l'enfant fera son deuil, passera à autre chose. Mais lorsque ce n'est pas tant un jouet que la magie qui se brise, l'enfant, tentant de le recoller, n'y parvenant pas, recommence et ne voit pas que chaque tentative de recoller les morceaux de la magie brisée, à chaque fois, font apparaître un poème. Ainsi en est-il du poisson-soie. En son aquarium de merde, il va et vient, mais demeure insaisissable, et chaque tentative de l'effleurer fait surgir un poème. Il est l'ombre qui écrit. Plongez la main dans les déjections, dans le cloaque, effleurez le poisson-soie aux écueils d'argent, sous lesquels sont inscrits les lettres précieuses d'un prénom oublié, suffit à donner à voir dans le réel, dans la matérialisation du monde visible, un effet de l'écriture. Tout à l'heure, nous essayerons. Nous inviterons l'ombre à écrire et, si elle accepte, quelque chose surgira et se matérialisera comme une forme de démonstration. En attendant, entrer dans l'écriture est un rituel. Les 8 leçons que je vais essayer de déployer ici seront consacrées aux étapes de ce rituel à travers les verbes de l'écriture. Les séminaires qui suivront seront un contrepoint à ces verbes et fonctionneront par association. Ainsi, éveil, rumeur, regard, bégaiement, reconnaissance, feu et parole, rais de l'écriture, disparition, occultation, rosée, germe, cendre,
offrande du point final, seront des mots qui nous serviront de guide. Il s'agira donc d'entrer dans un brouillard, car l'essentiel est là. Entrer dans l'écriture est un rituel qui n'a aucun sens. Qui cherche le sens fuit l'ombre. Il ne suffit pas d'avoir quelque chose à dire ou à raconter, il ne suffit pas d'en avoir envie, il ne suffit pas d'aimer ça, il ne suffit pas de comprendre les grands auteurs, de les avoir tous lus, il ne suffit pas d'avoir de la culture, il ne suffit pas d'avoir souffert, il ne suffit pas d'avoir été pauvre, d'avoir eu des parents prolétaires, il ne suffit pas d'être légitime ou illégitime. Au fond, et même si c'est insupportable et injuste, le poisson soie se fiche de tout cela. Il ne suffit pas d'écrire tous les jours, il ne suffit pas de se lever à 5 heures du matin, tout peut se faire au coin d'une table, debout, couché ou assis à l'ordinateur ou au crayon, le poisson soie s'en fiche. On ne sait pas ce qu'il faut. C'est là la merveille, on ne sait pas. Le roi vient quand il veut, a dit Pierre Michon. Il ne suffit de rien, comme il ne suffit que d'un rien. Mais quel est ce rien? Il ne suffit même pas de s'y consacrer. Pour s'y consacrer, il faut d'abord que quelque chose nous consacre, mais rien. L'ombre est à la source des cauchemars. Il faut se donner donc au rituel pour savoir si on peut appartenir à la magie macabre. Il faut oser l'effraction, aller là où il nous est interdit d'aller. Il ne faut pas demander la permission. L'écriture n'est jamais un territoire que l'on peut revendiquer pour soi. Les pronoms possessifs, et cela il faut le noter, ils sont vus comme une insulte à la déesse, comme le meurtre d'une biche au jardin d'Artémis. On le paye très cher. Il n'y a qu'à demander à Agamemnon ce qu'il pense du coup de hache au milieu de la tronche pour avoir sacrifié Iphigénie au paiement du viol d'une vierge qui, parce que vierge, était sous la protection de la fille de Zeus. Il faut lui demander ce qu'il pense du coup de hache. Mon écriture, mon roman, mes personnages, mon spectacle, mes, insulte, blasphème absolu, jurons. Nul n'est propriétaire. Nul n'est propriétaire. Que penserait l'oiseau si l'arbre dans lequel il niche s'imagine l'avoir inventé? Et l'arbre, si l'oiseau en fait sa propriété? Nous ne sommes même pas à nous-mêmes. Nous ne nous appartenons même pas. Simplement les usufruitiers de nous-mêmes. Usufruitiers d'un corps, d'un esprit, d'une âme, d'un tout. Quelque chose d'autre, d'innommable, qui n'a pas de nom dans aucune langue, qui n'a jamais été nommé. Quelque chose est là, dans l'ombre, et il est usufruitier de cela qu'on nomme soi. En aucun cas propriétaire de nous-mêmes. Locataire de nous-mêmes, oui. L'exil permanent. On entre alors dans l'acte d'écrire comme un voleur dans un champ de ruines. Ici, jadis, s'élevait une splendeur. Et cette splendeur fut ravagée. Mais les ruines aussi peuvent être belles. Il suffit d'aller à Baalbek pour en convenir. C'est un no-man's land. La ligne verte que criblent les francs-tireurs, eh bien, c'est dans ce territoire qu'il faut avancer de nuit pour passer inaperçu. On peut y perdre la vie. Combien de suicidés pour avoir échoué une œuvre? Combien de vies ratées pour s'être cru poète, pour avoir étouffé en soi l'ombre et avoir voulu faire à sa place, pour avoir voulu tout contrôler, pour avoir craint le vide? Combien de vocations trompées, manquées? C'est un champ de ruines où la mort rôde. Et c'est là que, dans la nuit noire, à force de tâtonner, qu'il est possible de trouver le piano abandonné, le piano jeté là, piano cassé, brisé à coups d'obus, dont il ne reste que la carcasse, dont les touches ont été pour la plupart disloquées, les blanches autant que les noires, de sorte que les cordes sectionnées, les marteaux explosés, elles ne font plus résonner ni leur mi, ni leur fa, ni leur sol. C'est un instrument aphone, muet, qui joue de la poussière une musique de farine. La main alors se pose sur chaque touche, et l'une après l'autre, dans le plus grand silence, le plus discrètement possible, le plus secrètement possible, afin de ne pas attirer le franc-tireur à la guet, les essayer toutes. Sur les 88 touches, 5 seulement tintent encore, faussement, mais elles tintent. Eh bien voilà, elle teinte celle-là, elle teinte. Et tintant, nous devenons à l'instant l'héritier de ces 5 notes, fausses notes, d'un piano brisé dans le champ des ruines d'une ancienne splendeur dont nous ne savons rien. Eh bien ce seront donc elles. Et quelles? Ces 5 notes-là, à jamais et pour toujours, elles, ces 5 notes-là, c'est la rencontre indéfectible à jamais. Là réside peut-être une forme de prédestination. Tout ce que l'on écrira, tout, c'est-à-dire tout sera à jamais formé uniquement de ces 5 notes. Aucune autre nous a été donnée. On ne peut pas faire qu'avec elles, mais on peut tout faire avec 3 trompettes, aurait dit Éric Satie, qui détestait pourtant cet instrument. On peut tout faire avec un alphabet. Tous les mots sont permis. Aucun n'est à l'index. Tous les mots se donnent d'amour.
5 notes qui teintent, se donnent d'amour, fidélité à jamais. Nous n'avons accès qu'à celles-là. Ce sont elles qui nous ont été offertes dans le champ des traumatismes, elles qui nous arrachent à la tétanie, elles qui nous permettent d'opposer aux assassins et aux ignorants la seule parole audible qui soit « Vous pensez vraiment qu'on ne vous voit pas ? Vous pensez vraiment que vous passez inaperçu ? Vous pensez vraiment qu'à la mort de mes frères, la violence portée contre mes sœurs, il ne sera rien répondu ?» C'est un lien indéfectible. Un cercle se ferme, à l'intérieur duquel il n'y a que nous et elles. Ces 5 notes. Et quiconque dépasse la ligne de ce cercle s'expose à des morsures graves. Le terrain vague est là. Il faut éprouver le désir des dieux pour y entrer. Rappelons-nous ce verset coranique qui sous-tend toute la métaphysique de la poésie orientale. « J'étais un trésor caché et j'ai désiré être connu. » Ainsi parle Dieu pour justifier la création. Ainsi faut-il désirer pour désobéir à l'interdiction et entrer dans ce terrain vague à la recherche du piano cassé. Sinon, ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. Ne pas attendre donc, ne pas attendre le bon moment. Le bon moment ne viendra jamais. Il n'y a pas de cible. Il faut tirer la flèche. C'est elle, sa course, qui fera apparaître la cible. Ne pas attendre le meurtre pour le dénoncer, car il y a des meurtres qui n'apparaissent qu'à la condition de les raconter. Que croyez-vous que soient les poètes ? Pour eux, l'invisible est devant et le visible un mur tout juste bon pour prendre son appui. Que croyez-vous que soient les devins, les prophètes, les Cassandres ? Que croyez-vous que soit une histoire, une légende, un récit, un mythe ? Ah, c'est incroyable, dit le spectateur médusé. Mais votre spectacle, mais c'est incroyable, c'est l'histoire de ma mère. Bah oui, bien sûr, oui, c'est l'histoire de ta mère. Tous les visages humains, en leur si petite surface, se constituent des mêmes éléments. Nez, yeux, joues, bouche, oreilles, sourcils, front. C'est si peu. C'est si peu pour une multiplicité infinie. Eh bien, chaque histoire racontée est l'histoire de toute l'humanité. Si peu pour une multiplicité infinie. Se lever alors et lancer, sans craindre les échecs, l'histoire aux aveugles. Je vous ferai voir, je vous ferai entendre. L'effraction est donc la condition première pour que s'avance l'ombre. Avec elle, son cortège de récits et de paroles surgit de la masse sombre de notre folie. Nul, à moins d'être débile, n'entre par effraction chez lui. C'est chez lui. L'effraction, c'est donc dire qu'il n'est en aucun cas question d'être chez soi. On entre toujours dans un territoire interdit. Écrire, c'est d'abord ne pas avoir le droit d'écrire, mais écrire tout de même, braver l'interdit. Aux ordures, il ne faut pas demander la permission. Pourquoi croyez-vous qu'on assassine un poète, et Sadek Hedayat, enterré vivant ? Et qui a assassiné Sushmat Banerjee ? Et Banerjee, pourquoi s'est-il suicidé ? Et Menra Keshwar Kamal, quel poème aurait-elle encore écrit pour sublimer la beauté afghane jetée au visage blafard de ses bourreaux ? Et pourquoi Anna Akhmatova s'est fendue au rasoir des douleurs ? Et Pierre Paolo sous le marteau du fascisme ? Et Lorca ? Non, avaler à chaque matin ce passage qui clôt devant la loi de Kafka. N'est-ce pas ? Dit l'homme. Tout le monde voudrait tout le temps approcher la loi. Comment se fait-il alors qu'au cours de toutes ces années, il n'y ait eu que moi qui demande à entrer ? Et le gardien se rend compte que c'est la fin. Et pour frapper son oreille affaiblie, il hurle « Personne d'autre n'avait le droit d'entrer par ici, car cette porte était destinée à toi seul. Maintenant, je pars et je vais la fermer. » Leçon inaugurale, donc. Mais davantage jeûné que Platon. Davantage jeûné que Platon, conservons, si vous voulez bien, l'inaugural et détournons un peu la leçon et faisons faire entrer en scène la scène. Scène inaugurale. Et c'est une manière de se chasser un peu de la cité, de passer de l'enseignement au théâtre, théâtre non pas comme bâtiment, ni forme d'expression, mais comme pont menant vers ce mot lumière de tragédie. Et puisque la tragédie est une affaire de sacrifice, eh bien, levons le rideau vers cette scène inaugurale qui nous ouvrira la porte du sang, car le sang, il faudra bien un moment ou un autre eh bien, qu'il soit versé. Au risque de faire sortir de leur gonds les hellénistes qui sont présents dans cette salle, j'affirme avec beaucoup d'orgueil que l'aigle qui dévorait à répétition le foie de Prométhée, attaché sur son rocher pour avoir livré aux humains le secret du feu, eh bien, j'affirme que cet aigle-là était libanais. Il venait des montagnes phéniciennes. D'où je sors ça ?
Quelles sont mes sources? Eh bien, c'est simple. C'est ma mère qui me l'a dit. À sa façon. Parce qu'il se trouve que le foie cru est un plat traditionnel typiquement libanais que l'on sert à certaines occasions. La condition pour le servir est sa fraîcheur absolue. La bête, Prométhée en quelque sorte, doit avoir été mise à mort la journée où son foie sera consommé. J'ai 7 ans. C'est l'été. Ma mère me réveille à l'aube. Va chez le boucher chiite, je lui ai commandé un foie cru. Je me lève, m'habille, je sors de la maison. Notre village est à flanc de vallée, au cœur d'une pinède. Je me rends chez le boucher dans le concert des chants de coq et le vibrillonnement des abeilles autour des figuiers. Le rideau de fer de la boucherie est encore baissé. Je frappe à la porte attenante. Le boucher m'ouvre. C'est un homme à mes yeux déjà très très âgé. On dirait Zeus. Il est grand, un géant. Il porte un serroil noir, une chemise blanche impeccablement repassée. Il a une barbe blanche et une moustache noire aux pointes relevées. « Entre », me dit Zeus. J'entre. On longe un long corridor. Tout le monde dort. Dans une chambre à la porte entr'ouverte, j'entrevois le ventre énorme de sa femme, appelons-la Héra. J'entreaperçois donc les cuisses de Héra qui dépassent de la couverture. On traverse un salon, il y flotte une odeur de camphre. On arrive à la cuisine et son carrelage jaunâtre. Zeus s'arrête. Il m'offre un sirop de cassis. Bois. Je bois. Ma bouche est violette. Il se lave les mains, il les sèche, il se saisit d'un seau, d'une bassine en métal dans laquelle il dépose un grand couteau et un aiguisoir. On sort de la cuisine pour nous retrouver à nouveau dehors, sur la terrasse arrière, donnant sur la vallée. La terrasse est en béton. Au fond, dans le coin gauche, collé à la rambarde, également en béton, Prométhée est là, enchaîné forcément, sous la forme d'un agneau tremblotant. « Viens, me dit Zeus. » On s'approche de Prométhée. On s'arrête. Zeus aiguise sa lame longuement. Quand il a fini, il pose le seau devant Prométhée. « Place-toi derrière lui et attrape-le. » Je me mets à genoux, je passe les mains dans la laine douce, je sens sous ma main la trépidation du cœur battant et je sens sa panique. Je pense à la brebis, sa mère, je pense à ma mère, à ce que je suis pour elle, ce que ce serait pour elle de me voir ainsi attaché. Zeus s'approche, je deviens Prométhée, alors je me mets à lancer des hurlements stridents, à me débattre, mais les 2 mains du jeune garçon derrière moi me maintiennent solidement, et sans se presser ni marquer la moindre hésitation, Zeus saisit ma tête, la soulève légèrement au-dessus du seau, il me regarde, il a un étrange sourire, comme s'il sait, comme s'il voit en moi, et d'un geste net, il m'égorge. Le sang gicle. Je ne sais plus qui je suis. Un râle rauque sort de l'agneau, comme un raclement suivi d'un sifflement effroyable et d'un cri de bébé. Je sens sous mes mains l'agitation violente de la vie, la laine qui sointe, l'odeur, l'urine et les défécations, les coups de sabot contre le béton. Cela a si souvent eu lieu déjà et aura si souvent lieu. Je pense à Isaac sous la main d'Abraham. Des mots nouveaux me viennent à l'esprit. La chaleur brûlante de la bête sous mes mains, puis le mouvement qui ralentit et qui ralentit et qui ralentit. C'est bon, dit le boucher, tu peux lâcher. Mais je ne sais pas comment faire pour détendre mes bras, je ne sais pas comment faire pour lâcher. Le boucher s'impatiente. Lâche. Il m'empoigne et de force, il m'écarte les bras. Il traîne la bête sous un appareillage métallique, il l'attache par les pattes à une corde reliée à une poulie, il la soulève pour la suspendre la tête en bas. Il reprend son couteau, il l'enfonce dans le ventre de la bête et l'incise du haut vers le bas. Le sang coule, qu'il récupère dans un bol. Les abats tombent dans la bassine avec un bruit flasque. Le boucher relève la manche de sa chemise et enfonce sa main dans le ventre de la bête et ôte les intestins qu'il jette au sol, replonge sa main et d'un coup, sec, il arrache le foie. Le foie est fumant. Il le tient dans sa main. Il me le montre. Avec son couteau, il le coupe en morceaux et me tend un bout au bout de sa lame. Je prends le morceau comme hypnotisé. « Mange », me dit-il. Je porte le morceau à ma bouche et je mange. Il me tend le bol de sang. « Bois ». Je bois. J'avale le sang. « Voilà », me dit-il. « Maintenant, tu peux tuer. Si jamais ça t'arrive, tu ne pourras pas dire que personne ne t'a prévenu. » André d'Hôtel, à qui on demandait pourquoi il s'entêtait à écrire toujours la même histoire,
a répondu que le conteur, pour maintenir le feu autour duquel les mystères se rappellent à la tribu, jette régulièrement ce qu'il faut de bois. Chaque bois, une histoire. Or, le bois provient des arbres qui appartiennent à la même forêt. Donc, nécessairement, ce sont toujours plus ou moins les mêmes histoires. Inventer du nouveau est une injonction stupide. Répéter la même histoire est un des premiers gestes auxquels aujourd'hui on attribuerait le label d'écologie durable, qui a été posé par l'humain. Ainsi, il en est des répétitions des mêmes scènes. Quelques mois plus tard, après la scène du boucher, 13 avril 1975, ce fut non pas un boucher, mais des miliciens. Non pas une terrasse, mais un autobus. Non pas un agneau, mais des civils palestiniens. Non pas un couteau, mais des kalachnikovs. Et ils répétèrent devant mes yeux la même scène. Écologie durable. Et au lieu du sang et du foie, ce fut alors un couteau planté dans la gorge qui devint pour moi le leitmotiv, cette écologie de la répétition par laquelle le destin a choisi de ressasser son martèlement sur ma tête. Alors pour ressasser, j'ai ressassé, racontant encore et toujours la même histoire, hoquetante. Hic, hic, résumons. 5 lettres d'alphabet trouvées dans le mur d'une enfance en ruine. 5 notes d'un piano brisé au terrain vague des traumatismes. Le sang versé de Prométhée. Le mitraillage de civils palestiniens. Un civil, un exil, une langue maternelle perdue, une autre gagnée en retour, et le passage de l'Orient à l'Occident en cadeau bonus. Cela suffit pour déplier à l'infini une même histoire où, dansant autour du bouc promis au sacrifice, les histoires ont fini par se condenser en rosée du matin. Conséquence de cette géométrie et de ces multiples combinaisons, eh bien, des standing ovations, des droits d'auteur, des lettres d'admiration par centaines, le Théâtre national de la colline, le Collège de France, une leçon inaugurale et pot de première tout de suite après, bavardage, mondanité, tout ça. On dirait une divinité qui s'acharne, qui rigole. Voyons un peu comment il va se débrouiller celui-là dans le jus poisseux du paradoxe et faisons en sorte que ses plus grands bonheurs, la reconnaissance qu'il va acquérir, tout ça de merveilleux, repose sur le carnage et le sang de son malheur. Voyons comment il va se débrouiller. Eh bien, en effet, il y a de quoi se tirer une balle dans la tête. À moins de se mettre à aimer les paradoxes, à croire à leur singularité et développer autant qu'il est possible la clairvoyance. Ne pas mourir de honte, ne pas ployer sous le poids des bonheurs dont la matrice est le meurtre, le viol, la destruction, la haine, la violence. S'arrimer à la mélodie du hasard et s'obstiner à regarder, mais regarder vraiment. Regardez vraiment. Ne pas laisser, comme tu le dis si bien, mon cher Patrick, dans Conjurer la peur, le visuel, l'emporter sur l'image. Alors, parvenir à dépasser le visuel, donc, et entrer et tenter de regarder son époque pour savoir pourquoi tout ce qui est merveilleux, on le doit à l'horreur. Pourquoi ? S'approcher du ravin, mais en tenant une main. Armel Gern, dans l'introduction de sa traduction des disciples assaïs de Novalis, dit « Aucun humain, ce n'est pas vrai, ne s'avance seul au bord de son risque. Il n'ose pas, il a besoin d'appui, des amis pour oser se risquer plus avant. » Oser un regard sur son époque. Or, sans avoir à trop se pencher, on peut dire qu'un des châtiments les pires de notre époque, c'est qu'en moins de 50 ans, elle ait réussi à faire en sorte que l'Europe, reniant la notion de tragédie, l'écarte de la démocratie et l'abandonne aux dictatures pour en faire un synonyme de barbarie. Plus de tragédie en Occident. Des drames, oui. Du social, oui. Du psychique, oui. Du privé, oui. De l'intime. Oh, beaucoup d'intime. Jeter aux égouts la tragédie avec ses dieux, ses mythes, ses rituels, ses sacrifices. Tout ça a laissé un trou béant qu'il a bien fallu remplir. Alors, avec quoi l'avons-nous rempli ? Avec ce qui s'oppose le plus radicalement à la tragédie. Avec je, avec moi, avec me. Je, moi, me. Le je comme victime et le tu comme bourreau. Le je comme figure du bien et le tu comme celle du mal. Je et tu cloués pour toujours à la planche entomologique de nos morales. La tragédie qui nous préserve du refoulé et nous prémunit contre les indignations vertueuses s'effondre, dynamitée comme furent dynamités par les talibans les 2 Bouddhas de Bamiyan. La guerre civile libanaise est une guerre dont les Libanais ont cherché par tous les moyens à nier l'histoire. Il faut dire que c'est une histoire fragmentée. C'est une tragédie concassée, un éparpillement dont il est bien compliqué de reconstituer le fil des événements. En ce sens, on pourrait dire que la guerre civile libanaise est une histoire post-dramatique, on dirait un spectacle de Christophe Warlikowski.
il n'y a pas de construction linéaire, il n'y a pas de causalité d'une scène à l'autre, il n'y a pas de logique psychologique dans les dialogues. Alors quand on vient de ce délabrement narratif et que l'on atterrit en Europe, où la moindre narration avec son flot d'émotions éveille le marécage sans nom du nazisme et le cauchemar de ce cauchemar qu'a été la Shoah, après quoi plus aucun poème n'est possible, on fait face à une contradiction naturelle. Face au récit, l'Europe s'interdit totalement de faire corps. Il ne faut plus raconter car il ne faut plus faire unité. L'unité mène à la folie, au délire. La catharsis, qui n'est que la manifestation de ce que nous avons en commun de tu et de silencieux, d'indicible, qui nous unit face à l'inconsolable, est proscrite. Catharsis, d'accord, mais chacun catharsis pour lui-même, et pour des raisons qui ne sont pas partageables. Chacun son histoire, le commun aveugle. Dès lors, comment, lorsqu'on devient par la force des événements et des exils un mutant appartenant aux deux mondes, tenir la ligne entre Orient et Occident? Comment ramasser les débris de la tragédie en Asie pour venir les raconter en Europe où le récit est proscrit dans une langue qui n'est pas celle de sa mère? Comment résoudre l'équation? Alors la résolution n'est peut-être pas que dans la raison, mais aussi dans la promesse de l'hospitalité. Lorsque Cadmos, cessant de chercher sa sœur Europe, finit par se fiancer à Harmonie, au banquet autour duquel s'étaient réunis mortels et immortels pour célébrer cette union, Cadmos se leva et lui, l'Asiatique, lui, le Phénicien, lui, l'étranger, qui se voyait accueillir, adressa cette parole aux Grecs. « Vous m'avez accueilli en votre terre, m'offrant harmonie. Harmonie s'offrant à moi, moi à elle, dans l'incandescence de notre jeunesse. Alors à mon tour de vous offrir ce que j'ai de plus précieux. » Et Cadmos déposa au milieu de l'assemblée une boîte contenant 30 petites formes sculptées dans le bois de son pays, pays des cèdres, 30 formes différentes, correspondant chacune à un son, chacune à un vocable. Voici les 30 lettres de l'alphabet, leur dit-il. Depuis la première, Aleph, à la dernière, Ya, nous sèmerons ensemble ces lettres mystérieuses pour inscrire notre mémoire sur la stèle du temps. Depuis ces noces, un lien indéfectible existe en Europe, et plus largement en Occident, entre récit et exil. Les centres de détention où sont parqués les migrants sont des eaux où l'on enferme les récits de notre époque. Les esquifs qui coulent dans les eaux terribles de la Méditerranée sont des esquifs où se noient les récits de notre époque. Les discours identitaires qui exacerbent le rejet de l'étranger ne sont rien d'autre que des hachoirs de récits de notre époque. Celui qui porte le récit, c'est toujours le survenant, pour reprendre le sublime titre du roman de Geneviève Guèvremont. Celui qui porte le récit, c'est toujours le voyageur. C'est toujours celui qui vient d'ailleurs, celui qui a quelque chose à raconter. C'est celui, pour reprendre une expression québécoise qui m'a souvent été servie, a un nom à coucher dehors. Qu'est-ce que c'est que celui qui a un nom à coucher dehors? Eh bien, c'est celui dont à prononcer le nom est si difficile qu'il éveille la méfiance et qu'il vaut mieux ne pas faire dormir chez soi, mais dehors, par peur qu'il ne vous égorge. Celui-là porte l'histoire. Celui-là porte le trésor de la tragédie dont l'éclat lave et bouleverse. La tragédie, cette sœur jumelle de la démocratie que notre époque est en train de mettre à mort chaque jour au peloton d'exécution de nos replis identitaires et de nos lois migratoires. L'an dernier, ici même, prononçant sa leçon inaugurale pour la même chaire dont je prends le relais, Peter Sloterdijk a fondé son discours sur l'hypothèse que l'ingratitude n'est qu'un synonyme d'un manque de culture. Ingratitude. C'est cette incapacité à voir ce sur quoi repose le sol sur lequel nous marchons. Manque de reconnaissance pour qui construisit le pont? Méconnaissance. Quelle est donc l'ingratitude de notre époque? Quel est donc ce manque de culture? Rupture avec quelle mémoire? Contemporain de quelle douleur? La haine de l'autre? Si chaque époque a eu ses tendances, ses lots de malheur, ses découvertes et ses progrès, si toutes furent convaincues d'être la répétition d'une déchéance, il est normal qu'à notre tour, nous errions aussi avec le sentiment d'être abandonnés de tout sens. En cela, nous pouvons revendiquer une fraternité de l'égarement avec les générations qui nous ont précédés et prendre courage d'eux et nous rassurer en nous souvenant combien il est naturel pour une époque de ne pas savoir en quelle mer elle navigue. Mais qui ne reconnaît pas ce qu'il doit
voit nécessairement sa vision se rétrécir pour se concentrer, au bout du compte, autour de son nombril. Un nombril, c'est sa définition, ne peut émettre aucun autre son que le vocable « je ». Peut-être est-ce cette image qui indique la sensation générale de ce qui nous est contemporain. Un humain disant « je » pour lui-même, condamné à ne témoigner que de lui-même, par incapacité d'être autant accueilli par l'autre que d'accueillir lui-même cet autre. Je n'est donc plus un autre, mais un moi, dessoudé des autres. Dire je comme un propriétaire parle de son terrain, comme on installe une clôture. Empêcher les migrants de traverser, empêcher l'invasion et donner corps au paranoïa de ce je. Grand remplacement, complotisme, déni des désastres climatiques. Je comme assassinat du poisson-soie, moi ma terre, moi ma guerre, moi mon peuple, moi ma femme, moi ma queue, moi mon droit, moi mon sperme, orphelin de toute culture, le seul lien que ce je, sans plus de mythe ni de rite, accepte d'avoir avec le reste du monde, s'articule autour de la notion de respect. Je te respecte dans ton opinion, tu me respectes dans mon opinion. Mot bien contemporain, le respect, comme papier hygiénique pour éviter toute contamination par l'autre. Ce devoir obligatoirement mutuel respect, sans plus rien d'autre à partager, est la meilleure manière que la civilisation a trouvée pour aller vers sa perte. Et qui fouille pourtant dans le Talmud trouvera cette double interrogation. Qui témoignera de moi sinon moi? Oui, mais en ne témoignant que de moi, suis-je encore moi? Adorno déclara en 1955 qu'écrire un poème après Auschwitz est barbare et de ce fait affecte même la connaissance qui explique pourquoi il est devenu impossible d'écrire aujourd'hui des poèmes. Le poète, donc, une fois encore, chassé de la cité, mais à nouveau encore, peut-être y a-t-il ici un grand malentendu. Car si le témoin que fut Adorno nous avait donné pour héritage cette injonction, alors il aurait fallu la démultiplier 4 décennies plus tard, après le génocide rwandais. Si, témoins aujourd'hui des morts à Gaza, en Israël, au Liban, en Syrie, il nous fallait aussi nous imposer la même injonction, comment même oser prononcer le moindre mot dans l'enceinte du Collège de France quand mes frères et sœurs, mes pères et mères, mes amis connus et inconnus s'entre-massacrent sur la terre qui m'a vu naître? Rester fidèle à l'ombre en soi qui écrit, au poisson-soie qui va et vient et gardien de la bonté de l'enfance, c'est accepter d'osciller sans cesse du je au tu et du tu au je. N'accepter aucune fixité. À ceux qui, un jour lointain, liront peut-être cette leçon inaugurale, espérant que leur monde sera plus proche de la clémence que ne l'est le nôtre, je voudrais leur dire combien beaucoup de ceux qui auront vécu dans la première moitié du XXIe siècle ont été perdus, déboussolés, égarés et désemparés en n'osant plus même se souhaiter la bonne année, tant chaque année semblait pénétrer toujours plus profondément dans l'obscurité du sens. Je préfère, quant à moi, avouer mon incapacité à répondre aux additions des douleurs, à leur amoncellement, que de trahir par frayeur l'ombre qui est écrite en moi. À la violence macroscopique, opposer l'attention microscopique, s'acharner à se souvenir d'un prénom, raconter le détail d'un sourire. Si, contre cette violence, opposer cette attention au détail peut servir à consoler et au mieux réconcilier quelques humanités, alors écrire, peindre, enseigner peut encore avoir un sens. Quand les faillites des principes d'humanité se démantèlent les unes après les autres, à l'heure où les crises climatiques se multiplient, rendant futile l'acte de créer, pensez aux 33 000 ans qui nous séparent des peintures rupestres de la grotte Chauvet, et écrire à notre tour les massacres des inconnus sur les cavernes de notre époque, livres, réseaux, écrans, pour dire qu'au milieu des brutalités, il y a eu des gens qui ont continué à espérer par le récit. Dans l'interstice des murs les plus épais, il y a toujours la possibilité, au plus petit des insectes, de se faufiler encore. Légumes ou amorphes, l'Europe est née d'un œuf, celui du pan aux multiples points de vue. Ainsi, dans l'épaisseur de l'histoire, se souvenir que nous ne savons jamais qui nous sauvons en écrivant, comme nous ne savons pas qui nous a sauvés parce qu'il écrivit. Et retourner l'assertion et penser qu'après Auschwitz, après le Rwanda, à l'heure de Gaza, dans la mort de chaque enfant, comme au cœur de chaque otage, aujourd'hui toujours retenu, que non seulement écrire un poème n'est pas barbare, mais qu'au contraire, après Auschwitz, après le Rwanda,
à l'heure de Gaza, dans la mort de chaque enfant, comme au cœur de chaque otage, aujourd'hui toujours retenu, eh bien seule la parole poétique est dorénavant possible. La condamnation d'Adorno prendrait un autre sens pour l'ombre si on la formulait écrite non pas de gauche à droite, mais de droite à gauche. Toute écriture est désormais condamnée à la poésie. Tout ce qui n'est pas poème est trahison. Voilà pourquoi, en lien avec cet ébranlement dont nous sommes tous solidaires, les leçons qui suivront ici ne chercheront pas à enseigner l'écriture, car si en effet il y a des choses qui ne s'enseignent pas, il est possible en revanche d'en enseigner les raisons. Celles-ci, comme autant d'étapes, peuvent être regardées comme on regarde un nuancier. De teinte en teinte, des plus pâles aux plus saturées, elles décrivent le chemin de l'écriture et des paysages sans altérer la beauté de l'ombre. Écriture chiffrée, mais écriture. Écriture et réparation, écriture et réconciliation, écriture et prémonition, écriture et métaphysique, écriture et mort, du bégaiement dans l'écriture jusqu'à l'importance de l'échec. L'écriture comme plaque tectonique dont l'agitation crée des bouleversements à la surface. Alors, on s'approche de plus en plus du son. Et le moment est venu pour moi de le verser. Pour cela, pour verser le sang, tel un médium qui appelle les esprits à se présenter à lui autour de la table où on les invoque, il y a aussi un rituel pour invoquer l'ombre et lui demander de se présenter, pour qu'elle écrive enfin à travers nous. Ce rituel relève toujours du sacrifice. Il faut bien laisser quelque chose de soi. Il faut bien. Mais pour bien faire, il aurait fallu davantage de préparation. Pour bien faire, il aurait fallu que parmi vous puissent passer les responsables de la salle, les hôtesses, avec des plateaux pleins de lames de rasoir. Il aurait fallu que chacun d'entre nous se saisisse de l'une d'elles et ensemble, tous ensemble, se taillader une veine du poignet pour que le sang coule. Nous aurions alors profité de la pente de la salle. Et ce sang s'écoulant serait venu alors former une flaque où le sang de chacun se mélangeant à celui des autres aurait créé une puissance dont l'ombre aurait entendu l'appel. Mais bien sûr, c'est là un rituel trop ancien, qui ne peut plus convenir, n'est-ce pas, à notre époque, qui n'a plus son sens. Mais il suffit peut-être alors que le conteur le fasse.
L'histoire des humains est une goudronneuse qui avance sur une route qu'elle goudronne sans pitié aucune, ni pour les fourmis, ni les fourmilières. Elle avance sans pitié aucune pour les vies minuscules, insatiables, avalant tout, dévorant tout, nations, gouvernements. Elle rase les villes, elle concasse les villages, elle accapare les richesses, elle détruit la terre, elle avale l'air. Tout cela, elle le dévore, le digère et le diffèque. Face à une telle brutalité, en cette époque où le piège de l'impuissance nous guette, qu'est-ce qu'un mauvais élève a à offrir au Collège de France ? Eh bien, peut-être justement le fait d'être le mauvais élève. Faire avec ce que l'on a sous la main, un crayon, un papier, le sang des victimes, la mémoire des noms, la promesse faite aux morts. Cette promesse-là, je ne vous abandonnerai jamais. Être un cancre est un savoir chèrement acquis, en user, le propager, l'enseigner, et au vent macabre de l'histoire, devant la marche implacable de la bestialité, quand toutes les forces de résistance se seront inclinées, lui jeter dans les pattes l'armée des amorphes et des légumes, ceux du 7e tempérament, indépassables dans leur incapacité à faire correctement leurs devoirs, sécher leurs cours, redoubler la classe jusqu'à en devenir une maladie, poison, matière à constipation, devenir la pierre qui ne passe pas au rein de l'histoire, que celle-ci vagisse de douleur. Siècle après siècle, on ne se souvient en général que des salopards et des artistes. Les uns pour avoir voulu dévorer le monde et les autres pour avoir su rester indigestes. Longtemps, les Orientaux ont enseigné l'art de l'instant. Dans leur sillage, Pascal écrivit « Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et nous disposant à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. » Rendre aujourd'hui le visible le sang, et que pour une fois, ce ne soit pas à cause d'un massacre, mais une forme d'utopie, un rêve, un don, acte de poésie. Aimer est toujours le geste le plus révolutionnaire qui soit, et c'est peut-être la raison pour laquelle on attend toujours. Le poète, dans sa manière d'exister, si durable, si entêté, ne peut être vivant qu'à travers sa capacité à aller à l'encontre des morales de son temps. C'est là son front espiègle, sa beauté fugace et évanescente. Caméléon inversé, prenant toujours les couleurs opposées de son temps, il est cette croisée des chemins où il peut y avoir l'autre. Merci.